Bonjour et bienvenue sur le stand de Village Semences. Vous pouvez poser vos questions sur l'adresse suivante sur Twitter, @VillageSemences. Il n'y a pas de S à Village, il n'y a pas de S à Semences. Bienvenue pour cette quotidienne que nous aurons ici sur toutes les questions que vous pouvez vous poser sur les questions agricoles, toutes les questions qui vous préoccupent. Nous allons parler de vous, des consommateurs, de ceux qui sont de l'autre côté de la chaîne de production. Alors, on évoquera tout au long de ces 10 jours les questions liées à la consommation de viande, aux pesticides. On parlera des sujets qui fâchent aussi, le glyphosate par exemple. On parlera du vin, c'est un sujet très à la mode en ce moment. On parlera des semences, bien sûr, puisque nous sommes sur le stand du GNIS. Enfin, vous avez micro ouvert, vous posez vos questions et tous ceux qui sont là autour du plateau seront là pour y répondre. Alors aujourd'hui, premier grand sujet, l'agriculture et l'opinion, j'allais dire plutôt les agriculteurs et l'opinion. C'est un peu une histoire qui ressemble à celle du « je t'aime, moi non plus ». Et il y a en France une vraie culture agricole, un intérêt pour la question agricole. À chaque fois que les fermes sont ouvertes, les consommateurs s'y précipitent, ont très envie de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Et d'ailleurs, ils aiment l'incarnation, ils sont très intéressés à rencontrer les agriculteurs, les agricultrices, les nouvelles générations, ceux qui arrivent avec de nouvelles techniques. Et peut-être que le plus spectaculaire, c'est que le métier d'agriculteur est celui qui a le plus changé dans les grands métiers au cours des 25 dernières années, mais l'opinion perçoit assez peu ces changements finalement, et c'est l'objet de notre débat aujourd'hui. Un débat autour de cette question simple, c'est la question sondage du jour. Les agriculteurs devraient-ils communiquer plus avec l'opinion, avec les consommateurs? Et pour répondre à cette question, je suis très heureux d'accueillir sur le stand du GNIS Christophe Grison pour commencer. Bonjour, vous êtes agriculteur et vous êtes un des membres du cercle Prospective. Vous nous expliquerez ce que vous faites dans ce cercle. Un des enjeux précisément, un de vos objectifs, c'est de renouer le dialogue avec les consommateurs, de trouver probablement les bonnes techniques de communication, peut-être les bons mots aussi, pour réenchanter le modèle agricole français. Nous en parlerons également avec Jean-Luc Désert, qui représente le groupe Clé, c'est un grand groupe de négoce. Nous en parlerons avec Patrick Moyon, qui représente le journal Ouest France. Bonjour. Bonjour, votre journal est un des grands journaux de la PQR, presse quotidienne régionale, qui traite régulièrement les questions agricoles. Vous avez d'ailleurs fait un choix qui est un choix décisif. Il y a toujours une petite rédaction, un groupe de journalistes qui travaillent sur ces sujets. Et je pense d'ailleurs que vous avez un rôle particulier à jouer. On va évoquer le rôle des médias, l'interface avec l'opinion, comment les agriculteurs s'adressent à vous, comment vos lecteurs reçoivent vos messages. Et puis nous en parlerons aussi avec Pierre Pagès, qui est le vice-président du GNIS. C'est vous qui nous accueillez. Merci de nous accueillir. Merci de nous accueillir sur votre stand ici au Salon de l'Agriculture dans le bâtiment 2. Alors, on va si vous voulez, diviser cette séquence, cette émission en deux parties. On va se demander d'abord, première question, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment expliquer le décalage entre la réalité de l'agriculture et des agriculteurs aujourd'hui et la représentation de l'opinion? Et puis dans une deuxième partie, on se demandera comment réenchanter le modèle agricole, comment redonner du sens à l'agriculture aujourd'hui et comment remettre d'une certaine façon l'église au milieu du village, si vous me permettez cette formule, c'est-à-dire remettre les agriculteurs au centre de la communication du monde agricole. Je vais commencer avec vous, Jean-Luc Désert, parce que vous avez fait réaliser un sondage très intéressant, très instructif, par Harris Interactive, sur un échantillon très précis d'élèves dans des écoles de journalisme. Alors pourquoi est-ce que c'est important? C'est important parce que les journalistes sont ceux qui distribuent l'information et on voit dans votre sondage, dans les résultats de votre sondage, un certain nombre de paradoxes. Oui, c'est vrai, il y a un goût des Français pour l'agriculture et pour les agriculteurs, mais en même temps, ils sont assez ignorants, cette population qui pourtant ne devrait pas l'être, des progrès accomplis dans le domaine des techniques, de la technologie. Vous êtes au fond, les agriculteurs aujourd'hui, des ingénieurs du vivant et les journalistes ne le voient pas toujours. Alors, premier point, qu'est-ce que vous retenez de ce sondage? Simplement, je voudrais quand même préciser que nous sommes le groupe Clé, un groupe de négociants présent sur le nord de la France.
Et à ce titre, on est extrêmement présent auprès de nos agriculteurs, essentiellement en grande culture, pour développer, et un mot qui aujourd'hui presque est difficile à dire, pour produire. L'acte de production, ne l'oublions pas, il faut lui redonner toute sa valeur et on doit, nous, négociants et autres, accompagner cet acte de production puisqu'il est quand même aujourd'hui essentiel. Et au jour, dans le quotidien, chaque jour avec nos clients, on voyait bien les difficultés qu'avaient nos clients agriculteurs, en particulier sur les problématiques de reconnaissance de par la société civile et que finalement leur métier n'était pas très bien compris. Hein. Nos clients agriculteurs étaient finalement des gens qui étaient incompris. On les avait missionnés pour produire de la qualité, produire en quantité suffisante et surtout au bon prix. La mission était réalisée et pourtant on venait les contester chaque jour et en particulier par une certaine forme de journalisme, parce que je ne vais pas mettre tous les journalistes au même plan. Il y en a aujourd'hui sur le plateau et vous nous recevez en tant que journaliste quand même. Et une certaine forme de journalisme, plutôt dans le genre agribashing, qui venait contester en permanence notre métier. Donc en tant que partenaire de nos clients, on s'est dit finalement qu'est-ce qu'on peut faire. On était en incapacité totale de mener un plan com, évidemment, et on a plutôt changé de point de vue. On s'est dit plutôt que d'envisager finalement une communication, on va plutôt aller interroger. Et c'était assez habile et compliqué à faire comme démarche, puisqu'il fallait aller comprendre les gens qui, d'une certaine manière, avaient un message opposé au nôtre. Et donc on a mené cette enquête avec Harris Interactive auprès de 13 écoles de journalisme, donc c'est conséquent. Oui, c'est très significatif. C'est très significatif et 145 élèves ont répondu à cette enquête. Sur un échantillon aussi fermé, 145, il faut le dire à ceux qui nous écoutent, c'est un échantillon très qualifié. 145 répondants sur une population très réduite, c'est donc un taux de précision, enfin, il y a un niveau de précision dans les réponses qui est probablement proche de la réalité. Exactement. Et évidemment, on attendait les résultats avec une forme d'impatience et on était inquiet, un peu inquiet, somme toute assez pessimiste sur le résultat qui allait en sortir, puisque finalement le miroir qui nous était donné est un mauvais miroir, tout simplement. Pour vous dire au final, on a eu des taux de réponse qui ont été excellents. On a un public d'étudiants en journalisme qui est extrêmement lucide, une forme de maturité sur notre métier qui nous a fortement surpris. 97% des étudiants en journalisme ont une bonne opinion des agriculteurs. 97%. 89% considèrent que les agriculteurs sont indispensables à la vie rurale. 90% considèrent que les agriculteurs est un maillon économique fort de la France. Donc déjà, quand on recueille ces niveaux de résultats, ça nous a fortement impressionnés. Et quelque part, ça nous a donné beaucoup d'espoir, beaucoup d'encouragement pour la suite. Alors, vous allez nous donner quelques détails, quelques éléments de détail, mais je voudrais tout de suite la réaction d'un journaliste et un journaliste qui travaille sur les questions agricoles. Patrice Moyon, vous représentez Ouest France, je le disais tout à l'heure, Ouest France a fait le choix de maintenir une rédaction, un service dédié au suivi de l'actualité agricole. Est-ce que les résultats de ce sondage vous étonnent, vous qui faites d'ailleurs régulièrement, à l'occasion de chaque salon, un sondage, mais ça ne concerne pas cette fois-ci les élèves journalistes, mais l'opinion. Voilà, tous les ans, à la veille du salon de l'agriculture, Ouest France avec l'IFOP interroge les Français sur le regard qu'ils ont sur l'agriculture et sur un certain nombre de thématiques liées à la santé, à la modernité, à l'environnement. Alors, premier message, 68% cette année des Français qui considèrent qu'ils font confiance aux agriculteurs. Si toutes les professions bénéficiaient d'un tel socle de confiance, je pense qu'on pourrait être content, et notamment les journalistes. La vôtre, en particulier. Pareil, en particulier. Oui. En revanche, quand on regarde, parce qu'on a un peu de recul maintenant, c'est la 18e vague de sondage, on se rend compte qu'il y a quand même un retrait, c'est-à-dire qu'on était il y a une quinzaine d'années, on était plutôt autour de 75-80%, donc on est un petit peu en retrait. Donc tendanciellement, la confiance du public
Oui. La confiance des consommateurs au monde agricole baisse, même si c'est une baisse peu significative, en ce sens que la majorité garde leur confiance au monde agricole. Mais cette tendance à la baisse, comment vous l'expliquez? Alors moi, d'abord, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il y a un malaise dans l'assiette des consommateurs, qui est d'ailleurs peut-être plus lié à l'agroalimentaire qu'aux agriculteurs. Donc il y a un vrai socle de confiance. Après, je pense aussi qu'il y a un vrai problème pour l'agriculture aujourd'hui. Elle a vécu avec ses journaux, elle a vécu avec ses institutions, elle n'avait pas l'habitude de communiquer. Or, elle s'est transformée, il y a eu un véritable bouleversement dans l'agriculture, et c'est ça qu'il faut expliquer aujourd'hui. Et le deuxième aspect, je pense qu'il y a des nouvelles questions qui émergent autour de la santé et de l'environnement, et on a besoin d'investissement, de recherche publique pour clarifier les choses. Et peut-être d'éléments de réponse du monde agricole lui-même. Alors, on va poursuivre le petit tour de table, mais juste une question pour en revenir à votre sondage interactif. Je connais évidemment le contenu de ce sondage. Ce qui est frappant, c'est que les progrès réalisés par le monde agricole, on est à une agriculture aujourd'hui qui est 2 ou 3.0. Les agriculteurs sont des chefs d'entreprise. Alors je sais que c'est un mot un peu tabou dans l'univers agricole. Ce sont des chefs d'entreprise, ce sont des experts du vivant. Ils sont souvent experts comptables, ils savent utiliser le digital. Ils ont digitalisé l'utilisation des intrants, par exemple. Ils sont capables d'aller vers une agriculture de très haute précision. Est-ce que les jeunes étudiants en journalisme le perçoivent clairement? Très clairement, dans ce sondage, ce n'est pas une notion qui ressort fortement. Effectivement, une grande part du décalage est celui-là. C'est-à-dire qu'entre cette haute performance, cet appel à la technologie, qui sait qu'aujourd'hui que finalement les agriculteurs sont ceux qui sont les plus informatisés quasiment. C'est le public qui utilise quasiment le plus ces smartphones à vocation professionnelle, qui ont de l'information. Les drones ont été développés avant d'être en militaire, ils ont été développés en civil, en agriculture. Aujourd'hui, on parle peut-être de voitures autoguidées. En agriculture, les tracteurs sont autoguidés depuis 10 ans. On utilise des drones. Oui. On utilise les images satellites depuis très longtemps. Clairement, ce n'est pas des notions qui ont été communiquées vis-à-vis du grand public. On s'est, et je pense que vous en parliez tout à l'heure, on s'est fait préempter la communication plutôt par l'aval, et que nous, professionnels agricoles du terrain, agriculteurs du terrain, on a laissé, c'est un terme agricole, on a laissé la communication en jachère, et il est grand temps de la retravailler, de la labourer. Alors, Pierre Pagès, ça c'est l'état des lieux. C'est très intéressant ces deux sondages parce que ce sont des sondages, des coups de zoom sur les chaînes, sur les différents maillons de la chaîne de production de l'information. On peut parler de chaîne de production de l'information. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment les agriculteurs se sont-ils laissés déposséder de leur propre communication? Comment se fait-il qu'il y ait un décalage aussi grand entre la réalité de l'agriculture et des agriculteurs et la représentation du public? Alors, moi, je représente ici le GNIS. Le GNIS, c'est l'interprofession des semences, dans lequel on va retrouver à la fois les agriculteurs multiplicateurs, mais aussi les entreprises semencières, qu'elles soient obtentrices dans la création variétale, mais aussi sur de la production de semences. Comment on en est arrivé là? Je pense qu'il y a très certainement un défaut de communication. Il y a une image qui s'est construite aussi. Enfin, moi, je peux parler de la filière semences qui s'est construite à travers un refus. Mon voisin parlait du progrès et de l'innovation en matière d'agriculture. Je crois qu'en semences, il y a eu un effet de rejet par rapport à cette innovation. Dans les années 90, et le point emblématique de ce rejet sont les OGM, qui ont généré une image de la filière qui a été vraiment catastrophique. On pourrait parler de Monsanto, mais très dernièrement, le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, quand il est arrivé au ministère, disait dans le journal du dimanche, les semenciers sont le visage hideux de la mondialisation. Donc, alors, vous avez réussi, c'est le paradoxe, vous n'êtes pas les seuls, hein, mais vous avez réussi le défi technologique, oui, mais vous avez raté le rendez-vous de communication. Avec une histoire, les semences, c'est le point de départ de l'agriculture et de la production agricole et alimentaire. Donc, et je crois que ça, c'était très largement identifié jusqu'à ce que ce virage de la communication et ces innovations technologiques suscitent un tel rejet. Alors, je voudrais
votre point de vue, Christophe Grison, vous êtes agriculteur, vous êtes membre du Cercle Prospective. Le Cercle Prospective, il a précisément pour ambition, c'est pas la seule, de retrouver des voies de communication avec le public. Donc tout ce qu'on a dit, j'imagine que vous le prenez pour vous aussi. Votre explication à vous, comment expliquer ce décalage entre la réalité et l'opinion? Oui, bonjour. Donc effectivement, le Cercle Prospective, on s'est réunis une dizaine de fois cette année pour travailler justement les chemins de la réconciliation entre l'agriculture et la société. Moi-même, je suis un ancien Parisien, donc je comprends quelque part les attentes de la société d'aujourd'hui. Je peux comprendre le message, et je pense que le problème de notre profession agricole, c'est qu'on n'a communiqué qu'entre nous. Et on est très technique, on n'est pas didactique. On a besoin d'expliquer plus simplement. On ne veut tout de suite rentrer dans de la technique qui est compliquée. On a un métier qui est quand même complexe, qui est aussi très divers. Ça va de la viticulture, les grandes cultures, le maraîchage. On a plein de filières, l'élevage bien sûr. Et ça, on ne sait pas bien l'expliquer au grand public. Donc je pense que la clé du succès, c'est les prochaines années, c'est de recommuniquer simplement et de reprendre la main sur la communication. Est-ce que, au passage, juste une question, est-ce qu'il n'y a pas trop de voix qui s'expriment pour le monde agricole? Est-ce qu'il n'y a pas, au fond, une mosaïque en face du public? Alors, il y a le syndicalisme agricole, il y a les grands groupes agroalimentaires, les organisations professionnelles, enfin, on pourrait faire une liste extrêmement longue. Il n'y a pas une voix, il n'y a pas une incarnation de l'agriculture en France. C'est un peu la complexité, justement, je vous disais, d'avoir des filières différentes. C'est que chacun veut communiquer par son silo, enfin son langage, son élément de langage. On rêve tous d'une communication transversale qui pourra englober tous les éléments. D'ailleurs, on est en train de mettre en place une plateforme de communication qui s'appelle Agri Demain, dont le GNIS d'ailleurs est membre. Et on a plusieurs, avec le négoce, les coopératives, on essaie tous de communiquer positivement de l'agriculture. Ce qui intéresse très clairement les consommateurs, c'est pas que vous leur parliez filière, verticalité, silo. Ils veulent que vous leur parliez de ce qui arrive dans leur assiette. C'est ça la question. C'est ça. Bon. C'est ça. Mais voilà, on a aussi un enjeu, c'est de rassurer. Voilà. On a fait énormément de progrès, comme vous disiez, seulement c'est complètement inconnu du grand public. Et il y a un refus aussi de l'innovation en agriculture, et c'est assez dommage parce que ces mêmes personnes qui ont envie d'avoir le dernier iPhone à la mode, ils refusent que nous, on ait fait des progrès dans nos champs avec des tracteurs connectés, des drones, des satellites qui nous aident pour en mettre moins de pitos sanitaires dans les champs, en fait. Alors, je vais vous redonner la parole aux uns et aux autres, mais nous sommes en liaison avec notre social room. C'est l'endroit où arrivent les messages que vous adressez à Village Semences, @Village Semences. Vous pouvez aussi vous manifester sur Stop Intox, @StopIntox. Et Alexandre nous attend dans la social room. Est-ce que tu es là, Alexandre? Est-ce que tu m'entends? Oui. Alors, moi, je n'entends pas Alexandre, mais j'imagine qu'il m'entend. Est-ce qu'on a une question qui est arrivée? Alors oui, nous avons déjà quelques bonnes questions. Le sujet ne laisse personne indifférent et je démarrais avec une première. Pourquoi les agriculteurs parlent-ils toujours d'aide? Pourquoi les agriculteurs, on a mal entendu la question. Pourquoi est-ce que les agriculteurs nous parlent-ils toujours d'aide, de subventions? Ah, bonne question. Effectivement, dans le débat public, alors dans la représentation, je ne sais pas si ça apparaît dans vos sondages, si vous le percevez comme ça à Ouest France, il y a un vocabulaire qui est employé par les agriculteurs. C'est vrai que moi, depuis 3 ou 4 jours, je suis très attentif au plateau télé, j'écoute la radio, on s'exprime beaucoup autour du salon de l'agriculture, et le discours dominant que j'ai entendu, c'était, alors les journalistes ont sans doute une responsabilité, c'était des agriculteurs qui disaient on va interrompre les aides. Est-ce que le mot aide d'ailleurs est le plus adapté pour qualifier des interventions européennes? Après tout, il y a des interventions dans l'industrie, il y a des politiques de soutien au digital, au bâtiment, au logement, enfin toutes les politiques publiques sont là aussi pour soutenir. Mais quand on parle des agriculteurs, on parle d'aide. Vous comprenez que c'est un problème, ça. Alors, il ne faut pas oublier une chose, c'est que lorsque la politique agricole commune a été mise en place, il y avait un double objectif, un double ou triple objectif. C'est 1, assurer la souveraineté alimentaire de l'Europe. Oui. 2, permettre aux consommateurs d'avoir accès à une alimentation de qualité à un prix raisonnable. Oui, c'est ça. La question du prix est décisive. Voilà. Oui. Et 3, prendre en compte les territoires ruraux de l'Union européenne. Et aujourd'hui, effectivement, la plupart des agriculteurs souhaiteraient ne pas avoir d'aide. Et d'ailleurs, quand on regarde bien, une partie de ces soutiens à l'agriculture est captée par l'aval. Oui. Donc, si le marché fonctionnait bien, effectivement, les agriculteurs préféreraient se passer de soutien. Donc, si je résume les choses, mais vous le dites de façon différente,
les aides à la production sont en réalité des aides à la consommation. Et on le retrouve bien, messieurs, dans la part du budget des ménages consacrée à l'alimentation. La part du budget de l'alimentation aujourd'hui dans le revenu des ménages, Christophe Grison, c'est autour de 12%. C'était 2 fois plus il y a une génération. Ça ne veut pas dire que les gens mangent 2 fois moins, ça veut dire que c'est 2 fois moins cher. Effectivement, et si on peut parler chiffres, effectivement, dans les années 92, les subventions à l'hectare, puisque c'est comme ça qu'on parlait, c'était pour compenser la baisse du prix, pour qu'on soit au prix de marché mondial. Et donc, à l'époque, je touchais 380 € de l'hectare. Et aujourd'hui, cette subvention est descendue à 220 € l'hectare. Sachant que nos amis roumains sont déjà, eux, bien au-dessus de ce prix-là. Ils sont à 280. L'Allemagne est 100 € plus cher que nous. Donc, effectivement, c'est un dossier sensible en France parce que forcément ça fait partie aussi de l'impact financier de nos fermes. Mais Pierre Pagès, vous comprenez que quand on entend tout ça, des aides, des soutiens à la production, l'organisation européenne, le consommateur il est perdu. Le consommateur il ne comprend pas, le consommateur il voudrait qu'on lui parle à lui et qu'on évite le langage un peu techno des politiques publiques sur les zones prioritaires, l'agriculture intensive, extensive, les nouveaux entrants dans l'Union européenne, parler simplement. Oui, mais le consommateur, il n'est pas monolithique en fait. Le consommateur, il est capable de vouloir des produits qui valent très peu cher et du lait qui est très compétitif le matin pour le petit déjeuner et de vouloir des produits, on a autour de nous tout ce qui est signe officiel de qualité, c'est les stands voisins, d'avoir des produits à très forte valeur et attachement local, territorial, qualitatif, du bio le soir. Donc il faut que nous, l'agriculture, on se donne la capacité de répondre à tout ça. C'est pas que du bio qu'on devra faire, c'est aussi de la production qui répond à ces attentes-là. Et je trouve que le parallèle que vous faisiez avec non pas des aides aux agriculteurs, mais des soutiens à des secteurs économiques, cette question-là est essentielle. Et c'est de cette manière-là que l'Europe, elle devrait raisonner en se disant, est-ce que pour nous, l'agriculture est un secteur important ou pas? Et comment on veut faire avancer, aider à avancer ce secteur-là pour répondre aux consommateurs dans toute sa complexité d'une certaine manière. Alors, on va dire, pour résumer, je vous donne la parole, Jean-Luc Désert pour clé. Il y a une responsabilité de l'État, à l'évidence, enfin, il y a une responsabilité des agriculteurs. On va commencer par ça. Les agriculteurs, vous l'avez dit chacun, sont restés souvent cachés derrière les murs de la ferme, se sont peu préoccupés de leur communication, y compris de la communication autour de leur production. Il y a probablement des responsabilités collectives, une responsabilité des consommateurs, je le répète assez régulièrement. Vous avez raison de le dire, quand on investit plus dans ces outils que dans l'assiette de ses enfants, c'est aussi une responsabilité personnelle. Mais il y a également les politiques publiques, et dans ce domaine, les politiques publiques, elles ne sont pas claires non plus. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'économie moderne, Jean-Luc Désert, elle privilégie plus les services que la production de minerais, si je puis dire. Clairement, l'agriculteur aujourd'hui en grande culture est plus proche quasiment d'un extracteur de minerais. Il est contraint avec les logiques de marché internationaux et quoi qu'on dise les résultats de l'Egalim qui voudraient effectivement monter en gamme les états généraux de l'alimentation, tout à fait, faire monter en gamme les produits, je pense que tout le monde autour de la table est favorable à cette idée. Pour autant, la compétition qui nous attend aujourd'hui sur le bassin mer Noire, c'est une compétition avant tout de prix et l'agriculteur français jusqu'à maintenant est un agriculteur qui est compétitif et qui est capable de capter des marchés à la seule condition qu'on ne lui mette pas des boulets supplémentaires. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu ça ce qui est en train de se passer, c'est que les contraintes économiques sont extrêmement fortes chez les producteurs céréaliers, quelles que soient les espèces, et on ne sent pas en face la volonté de lâcher du lest pour continuer à être compétitif. Je voudrais quand même revenir sur cette notion de coût pour chaque consommateur. C'est bien parce que l'agriculture a fait le premier pas de l'économie qu'on peut aujourd'hui acheter un smartphone à ce prix-là, qui va quasiment c'est clair. C'est une réaffectation de pouvoir d'achat. Si demain le budget de l'alimentation progresse, ce sera en défaveur de certains services, justement. En effet. Alors, vous êtes sur le stand du CNIS. Nous sommes là chaque jour jusqu'à la fin du salon. Le sujet aujourd'hui, le sujet de notre rencontre, c'est les agriculteurs et l'opinion. Nous sommes connectés, on est très moderne ici, nous sommes connectés à Internet, nous sommes connectés sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, vous pouvez nous suivre en direct. Et Alexandre est toujours là
en direct de la Social Room et il reçoit les questions que vous posez. Deuxième question, Alexandre. Alors, Pascal, j'ai sélectionné une seconde question, qui est celle-ci. J'apprécie l'agriculture, mais je ne comprends pas bien les agriculteurs. Il y a beaucoup de voix qui parlent d'agriculture, peut-être trop. Alors, c'est une question qu'on a déjà un peu évoquée ensemble. Qu'en pense le journaliste? Alors, moi, je pense qu'effectivement, l'agriculture, elle est plurielle. Mais, en revanche, il y a un certain nombre d'enjeux partagés. Et je pense que toutes les agricultures, aujourd'hui, partagent un certain nombre d'enjeux. L'environnement, la question de la santé du consommateur, la question du changement climatique. C'est ça qui rassemble aujourd'hui les agriculteurs. Ça ne doit pas les opposer. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'encore plus simple, qui est la production de l'alimentation du monde? Bien sûr. Enfin, c'est le premier point, pardon, mais on a demandé aux agriculteurs depuis la nuit des temps, depuis qu'on a inventé l'agriculture 4000 ans avant Jésus-Christ, on demande aux agriculteurs de remplir l'assiette de la génération qui est là et de la génération qui vient. Donc, se surajoutent en effet ces questions que vous évoquez. Aujourd'hui, les consommateurs ne sont plus dans une logique tout à fait quantitative, mais aussi dans une approche qualitative. Ils veulent tout à la fois une alimentation à un prix raisonnable, sans souci d'ailleurs souvent des revenus du producteur. Mais on laisse ça de côté. À un prix raisonnable, dans des conditions de production qui respectent l'environnement. On est un peu dans l'orthorexie. On aura une émission d'ailleurs sur l'orthorexie, hein, sans graisse, sans sucre, sans parabènes, sans pesticides, enfin, etc. Vous voyez, c'est la politique du sang. Et en même temps, donc, une production qui est du goût. Mais que faites-vous, vous, dans votre journal, par exemple, pour essayer, non pas d'évangéliser les consommateurs, mais de leur expliquer quels sont les processus de production, les contraintes du monde agricole, et est-ce que ça marche? Alors, deux choses d'abord. Je pense que l'erreur du monde agricole, ça a été de confondre la fin et les moyens. C'est-à-dire que le monde agricole, qui est parti aussi du sous-développement d'une certaine façon après la guerre, a voulu être à tout prix moderne. Et il a donc communiqué sur les outils. Or, aujourd'hui, le consommateur ne lui demande pas de communiquer sur les outils, il lui demande de communiquer sur l'alimentation, sur la façon dont l'alimentation est produite. Alors, en ce qui concerne Ouest France, nous on a fait le choix, on est un des rares quotidiens régionaux à avoir fait effectivement le choix de maintenir une équipe de reporters agricoles. Est-ce que vous êtes nombreux? Alors, il y a 4, on est peu nombreux. Alors c'est intéressant parce que... Et vous êtes le plus grand journal régional. Il y a une rédaction qui fait presque 600 journalistes, il y a 4 reporters qui sont spécialisés sur les questions agricoles. Donc, l'équipe de reporters agricoles de Ouest France, elle se retrouve dans la même position finalement que les agriculteurs par rapport au reste de la société. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, quand on travaille sur l'agriculture à Ouest France, on doit convaincre les autres services, les autres journalistes de ce qui se passe. Donc aujourd'hui, nous, notre mission, d'une certaine façon, c'est d'expliquer, de faire le lien. C'est le travail qu'on s'assigne, faire le lien entre ce monde agricole dans toute sa complexité et le consommateur. Alors il faut expliquer comment ça se passe. Il y a en général le matin, radio, télévision, presse écrite, il y a une conférence de rédaction. Alors c'est parfois le matin, parfois le soir, ça dépend du média. Et effectivement, chacun arrive avec ses sujets. L'espace, par définition, il est contraint. Un journal télévisé, c'est 35 minutes. Un journal radio, c'est 10 minutes. Vous avez tant de pages à remplir avec des contraintes qui sont en plus celles de la publicité, de la communication commerciale. C'est comme ça que ça se passe. Il y a une conférence de rédaction. Et donc, vous avez raison de le préciser. Les premiers à convaincre pour diffuser l'information, ce sont vos collègues et le rédacteur en chef et ceux qui sont chargés de la mise en page du journal. Et en général, qu'est-ce qu'on nous dit? Ça va pas être trop compliqué. Donc les journalistes agricoles, voilà, ils ont besoin d'être des vulgarisateurs. Ouais. C'est pour ça que cette présence au quotidien est importante, parce qu'elle permet de créer une relation de confiance avec les agriculteurs, elle permet de comprendre, et ensuite, à charge pour les reporters agricoles, effectivement, de faire comprendre ces questions-là au maximum de lecteurs. Ça doit être, on dit toujours à Ouest France que la rubrique agricole, elle doit être compréhensible par l'ensemble des lecteurs. Bon, et quand vous rencontrez les agriculteurs, après avoir parlé d'eux, qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce qu'ils vous disent « Ah, ce que vous avez raconté là, c'est pas tout à fait la vérité » ou quel est le regard qu'ils ont eux-mêmes sur ce que vous écrivez? Alors évidemment, on a un ancrage sur notre territoire, donc on a des lecteurs qui nous lisent, on a des lecteurs passionnés, donc on a parfois des retours, on a parfois des controverses. En Bretagne, dans les années 90, quand la rédaction agricole de Ouest France a commencé à traiter les questions liées à l'environnement, à la pollution des eaux, imaginez bien que ça n'a pas été simple. Sauf que les reporters agricoles, ils ont
ils ont accepté, ils ont joué le jeu. Et cette relation de confiance, elle a permis aussi d'avancer. Alors, donc, construire une relation de confiance, et puis on va entamer la deuxième partie de notre débat. La deuxième partie de notre débat, c'est pas regarder le rétroviseur. Ce qui s'est passé par le passé est passé. Par définition, on n'y peut plus grand-chose. En revanche, vous avez aujourd'hui, les uns et les autres, à différents échelons, une mission qui est de reconstruire l'image de l'agriculture, des agriculteurs, peut-être de la construire, de réenchanter votre production, parce que le consommateur il retrouve tout à la fois la satisfaction des besoins physiologiques, mais aussi des vraies valeurs humaines, le plaisir, le partage, le bien-être, la santé. Vous voyez, autant de choses qui n'ont pas de prix, mais qui ont vraiment de la valeur. Donc, comment on fait maintenant pour repartir sur des bases nouvelles, Jean-Luc Désert? Je voudrais avant tout rebondir sur ce que vient parce qu'au travers de cette étude, ça nous a rapprochés du monde des journalistes. Et on a pu mieux communiquer et surtout comprendre que les problématiques que nous on avait agriculteurs, ils les avaient eux aussi, notamment économiques. C'est-à-dire que beaucoup de journalistes nous ont dit, nous n'avons plus le temps, nous n'avons plus les hommes, nous n'avons plus les moyens de traiter de l'information agricole tout bonnement. Et on a découvert, on a été vraiment très surpris que finalement, pour beaucoup de journaux, on retraitait de l'information qui était préparée et livrée chez eux. Et je pense que là, il y a une vraie opportunité pour nous, du monde agricole, pour reprendre cette place, parce qu'aujourd'hui, si on prend, on parlait tout à l'heure un peu en aparté, l'étude de François Veillerette, Génération Future, qui fait l'unanimité de la critique dans le monde professionnel, elle n'a pas été du tout critiquée, on n'a jamais vu dans un journal, sauf Ouest France, pardon, on n'a jamais vu dans un des journaux la possibilité d'avoir un avis positif et négatif sur cette étude. Elle a été simplement retransmise. Peut-être parce que vous n'avez pas pris l'initiative. Il y en a eu beaucoup. Et à ce titre-là, je dis attention les journalistes, parce que pour ce travail de synthèse, l'intelligence artificielle est supérieure à l'homme. Donc si on oublie l'esprit critique, il y aura bientôt plus de journalistes. Bon. Je ferme la parenthèse. Très bien. Alors, deuxième partie du débat, comment on reconstruit la relation avec le public, comment le monde agricole va reconstruire sa relation avec les consommateurs dans un contexte que vous avez tous décrit comme difficile. Un contexte qui est marqué par le doute. Il y a un vrai questionnement aujourd'hui autour de la santé, de l'environnement. Il y a aussi des marchands de peur, c'est un peu ce que vous nous dites, Jean-Luc Désert, des gens qui sont un peu des passagers clandestins du circuit de l'information, qui vont introduire le doute, souvent d'ailleurs sur des bases qui sont assez peu scientifiques, mais au fond on est dans un univers qui est attaché à la santé humaine. Comment on fait pour passer ces barrières, comment on fait pour rassurer les consommateurs quand à l'évidence ils sont très sensibles à la santé, à leur propre santé, à la santé de leurs enfants? Qui veut répondre sur ce point-là? Simplement pour faire le lien avec l'étude, avec des points importants qui ressortent. De manière très exceptionnelle, on a 100% de réponses des jeunes journalistes qui veulent venir visiter les exploitations. 100%. C'est très rare dans une étude où il y a 145 personnes où on atteint 100%. Donc il y a une vraie demande, il y a un vrai appel d'air. Et donc je pense que là il y a une vraie opportunité pour la profession. Et d'ailleurs nous on en s'est saisi au sein du groupe Clé, puisque on a décidé d'accompagner nos agriculteurs justement dans ces démarches, parce qu'un agriculteur, vous le disiez, il est multi-compétences, effectivement, comptabilité, mécanique, multispécialiste, et la communication ne fait pas forcément partie de son background. C'est très très rare que, effectivement, on a deux représentants agricoles sur le plateau, mais c'est très rare. On va poser la question à Christophe. Comment, dans cet environnement incertain, c'est peut-être le plus mauvais moment, mais j'allais dire, vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez plus reculer. C'est tout à fait, c'est un travail de tous les jours, j'ai envie de dire. Il faut faire des portes ouvertes, expliquer, rassurer. Nous aussi, c'est à nous d'aller sur les réseaux sociaux pour montrer des images de nos exploitations agricoles. Moi-même, je fais des portes ouvertes sur ma ferme. J'ai eu 500 personnes qui sont venues l'été dernier. J'ai des gens, j'avais fait une porte ouverte de 10h du matin à 18h. J'ai des gens qui sont arrivés à 10h, ils sont repartis le soir à 6h. C'était, j'ai envie de dire, le Disneyland agricole à la ferme. On avait invité les gens à déjeuner, on a pu échanger, partager, faire visiter, expliquer pourquoi on doit soigner une plante, pourquoi on a besoin de génétique aussi dans les semences. Enfin, tout expliquer la technologie, mais comme je le dis, très simplement, pas rentrer dans la technique. La plante est malade, on a besoin de la soigner, mais avant de la soigner, voilà le parcours qu'on va faire. Oui, c'est plus simple quand on parle de nutrition végétale.
que quand on parle d'OGM. Monsieur le vice-président du CNIS, oui, mais, et vous êtes dans un secteur qui a été très exposé. On est dans un secteur qui est très exposé, mais on l'a d'ailleurs repris dans le plan filière qu'on a écrit dans le cadre des États généraux de l'alimentation. Je crois que recréer ce lien avec l'utilisateur, mais pas l'utilisateur de nos semences, avec le consommateur qui va être au bout, c'est essentiel, c'est arriver à expliquer pourquoi on n'est pas là pour tuer la biodiversité. Enfin, l'exemple de Carrefour autour des légumes interdits est assez intéressant de ce point de vue-là. On voit bien que quand on réaffirme que ce qui est mis en avant n'est pas la réalité, on a un écho. C'est la biodiversité au sein de la filière semences, c'est plus de 6000 variétés, toutes espèces confondues. Rien que sur les fruits et légumes, c'est 3200 variétés qui sont mises à disposition du consommateur. Donc quand on dit ça, ça a tout de suite un écho un peu différent. Il y a un autre élément qui est important et qui est nécessaire, c'est de redonner du crédit à la science. En fait. Aujourd'hui, ça c'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est nécessaire. Aujourd'hui, la science, elle est crédible que quand elle va dans le sens de ceux qui sont aujourd'hui dans de la manipulation, de la critique et de la manipulation d'opinion. Ça va plus loin que la critique. Et à partir du moment où elle prend le contre-pied de ces points de vue-là, la science, elle est pas neutre, elle est suspecte, elle est vendue au lobby. Donc ça, c'est inacceptable. Il faut qu'on arrive à sortir de ça et à redonner du crédit à la science qui doit éclairer des décisions politiques. Et c'est aux politiques à arbitrer après, à faire les choix de société qui veut. C'est en tout cas pas ni au lobby, ni aux faux scientifiques de le faire. Patrice, comment vous expliquez, vous, que dans ce siècle, qui est un siècle vraiment de haute technologie, le 21e siècle, c'est le siècle des ingénieurs, des scientifiques, des chercheurs, c'est un siècle pendant lequel on fait des progrès considérables. Comment expliquez-vous que dans l'opinion, on en revienne un peu à des procès en sorcellerie? Comment expliquer ce décalage entre la technique d'un côté et la représentation que le public peut en avoir? Et comment vaincre surtout, comment combler l'écart? D'abord, je pense que les questions qui sont posées autour de la recherche, elles valent pour l'ensemble de la société. C'est-à-dire que, d'abord, il y a un doute qui s'exprime sur l'ensemble des institutions et plus encore peut-être pour la science. Donc il faut effectivement redonner confiance. Alors, les reporters agricoles, par exemple, à Ouest France, ils ne se contentent pas d'aller sur le terrain et d'aller dans des exploitations agricoles. Ils sont en contact régulier avec des instituts, avec des chercheurs. Et notre objectif, c'est effectivement de faire partager, y compris en posant les questions difficiles. On voit bien aujourd'hui, par exemple, sur les résidus de pesticides, on ne sait pas. En revanche, on peut accompagner, on peut dire il y a tel ou tel travaux qui sont conduits dans telle université ou de tel institut de recherche. C'est ça aussi notre travail. Et dire, à certains moments, on ne sait peut-être pas tout, mais voilà où on peut aller. Enfin, au moins la science se pose des questions. Au moins les scientifiques se posent des questions. Par définition, la science, c'est réfutable. L'idéologie, ça l'est moins, parce que l'idéologie, ça repose sur des postures, des représentations du monde. C'est un peu religieux, quoi. C'est la vérité qui tombe du ciel. C'est compliqué d'aller à contre-courant, là, dans ce domaine, Jean-Luc. Je pense qu'aussi, on l'a abordé tout à l'heure, il faut aussi que le politique guide la société. Si le politique est simplement l'éponge de ceux qui ont eu la capacité... non, mais je vous interromps, c'est le cas. C'est le cas aujourd'hui. On est d'accord, on est tout à fait d'accord. Pour autant, vous avez entendu, attendez, je vous interromps, vous avez entendu le président de la République aujourd'hui dans le salon où nous nous trouvons. Bon, on lui a fait des reproches, des agriculteurs l'ont approché, notamment sur la question très sensible du glyphosate. Bien, il y a une étude qui est parue il n'y a pas très longtemps aux États-Unis. On aura une émission complète sur le glyphosate. Mais il y a une étude qui est parue aux États-Unis sur une cohorte de 89 000 personnes. Une vraie étude épidémiologique. On ne fait pas plus scientifique que ça, si vous voulez. Qui dit en substance, pas de lien entre l'utilisation du glyphosate ou un lien très marginal et les utilisateurs eux-mêmes. Il s'est fait accrocher, mais le président de la République, il ne vous parlait pas à vous aujourd'hui. Le président de la République, il parle aux télévisions, qui parle au grand public. Sauf que sur un dossier de médecine, on va dire que le glyphosate étant de la médecine végétale. Sur le dossier de la médecine humaine, d'autres décisions ont été prises puisque la vaccination va devenir obligatoire. Et là, il n'y a pas de débat. Non, et là, il n'y a plus de débat. Il y en a moins. Il y en a moins. Donc c'est bien la preuve qu'il y a une capacité malgré tout du politique à guider. Je ne dis pas que c'est facile. Je sens bien qu'aujourd'hui sur le glyphosate, l'affaire est classée. On ne va plus revenir en arrière. On n'utilisera plus un produit qui est somme toute assez neutre. On risque de le remplacer par des produits plus toxiques au final, parce qu'il faudra bien trouver une solution. Et on est en train d'enlever une solution
à une forme d'agriculture qu'on appelle de conservation, qui était celle qui finalement était la moins utilisatrice de pesticides. Patrice Boyon, Ouest France. À mon sens, le dossier du glyphosate, il a permis de faire émerger de nouvelles questions scientifiques. Parce que on voit bien que aujourd'hui, qu'est-ce qui est homologué? C'est une molécule active. Mais en revanche, on ne s'intéressait pas aux adjuvants. Et on voit bien que peut-être ce n'est pas la molécule active qui est le problème, mais les adjuvants autour. Donc, il faut voir, il faut que la science avance, il faut que la science nous donne des réponses. Bon. Alors, nous allons immédiatement rejoindre Alexandre à la Social Room. Vous êtes toujours sur le stand de Village Semences. Vous posez vos questions sur @VillageSemences sur Twitter. Et puis vous manifestez aussi sur @StopIntox. Alexandre, nous t'écoutons. Eh bien, écoute, Pascal, là j'ai une question assez clivante. Qu'attendent les agriculteurs pour taper dans l'art des écolos? Ah, messieurs, je vais commencer avec vous, si vous me permettez, Christophe Grison. J'ai envie de dire, il n'y a pas de... La question, elle est cash, comme on dit. Elle est cash, mais c'est un peu de la provocation, j'imagine. Il n'y a pas incompatibilité pour moi entre être agriculteur et respecter l'environnement. C'est ça la seule chose qu'on doit leur expliquer aux écologistes. C'est que l'écologie, on en fait tous les jours dans nos fermes. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais aller taper sur un écologiste. On les côtoie régulièrement, ça soit dans nos villages et tout. Donc non, je pense que ça ne sera pas la bonne formule. Hein, au contraire, il faut plutôt apprendre à se connaître. Plutôt qu'être en opposition frontale. C'est intéressant ce que vous dites parce que ça signifie, si je décrypte, qu'il y a le mouvement politique, il y a la tête, les Parisiens, hein, la direction du mouvement, des associations, et puis il y a les relations que vous avez, vous, au quotidien, avec ceux qui vivent autour de vous. Et vous dites, là, au fond, il y a un décalage. Il y a un décalage entre les postures et la nature profonde des relations que vous avez avec ces militants. Le seul problème dans les écologistes, c'est qu'il y a certains militants qui sont intégristes. Et c'est ça le problème, c'est que voilà, ils vont trop loin. C'est un parcours politique et militantiste. Moi, celui qui fait de l'écologie, j'ai envie de dire du bon sens agricole, il n'y a pas de problème, on en fait tous les jours, je vous dis. C'est plutôt le côté intégriste qui est compliqué. Voilà, c'est ça qui nous fait mal au niveau de l'agricole. Oui, Jean-Luc et Pierre Pagès. Jean-Luc Grison a tout à fait raison, l'écologie c'est avant tout une science. Alors, après, il y a eu des mouvements politiques qui sont adossés à cette brèche quelque part qui pouvaient faire émerger leurs idées, qui sont des idées, quand on les écoute bien, on les lit bien, on décrypte la profondeur, des idées qui sont loin d'être démocratiques, au final. Pierre Pagès. Mais pour reprendre ce que disait Christophe, effectivement, il y a une partie de gens qui sont des intégristes, pour reprendre ces mots, avec qui il sera extrêmement difficile de construire quelque chose. En revanche, et on l'a vu au CNIS dans l'élaboration du plan filière sur la partie agriculture biologique, on a essayé d'élargir au maximum le cadre et d'associer au maximum toutes les parties prenantes de l'agriculture biologique. Et ça nous a bien montré qu'à travers le dialogue et l'échange, on arrive aussi à construire des axes, à définir des axes communs qui peuvent nous permettre d'avancer sur le développement de l'agriculture biologique, parce que c'est de ça dont il s'agissait, mais on peut aussi construire des choses avec eux. Mais il faut qu'on arrive à échanger. Mais les organisations non gouvernementales qui s'expriment en général dans le champ agricole, Greenpeace, France Nature Environnement et quelques autres, est-ce que vous arrivez à tendre des passerelles? Est-ce que vous avez parfois un dialogue? Est-ce que ce dialogue a progressé? Est-ce qu'il est constructif? Il faut qu'on sorte des tribunes en fait et qu'on arrive sur des sujets communs à regarder comment on peut avancer ensemble, et c'est du travail, du travail concret. Si on reste dans des postulats et dans du discours, on n'y arrivera pas. Est-ce qu'il n'y a pas une partie de ces associations qui précisément se nourrissent de ces postures, existent à travers ces postures? Je pose la question aux journalistes. Oui, alors évidemment qu'il y a des postures, mais alors, première remarque, moi je pense que ce serait suicidaire de poser agriculture et écologie. Évidemment que non, ne serait-ce qu'à cause du réchauffement climatique, c'est-à-dire que les agriculteurs doivent bien apparaître comme les premiers défenseurs de l'environnement, les premiers acteurs pour lutter contre les effets du réchauffement climatique. À Ouest France, nous on a fait le choix du dialogue, y compris sur les sujets les plus difficiles. On a lancé les assises de l'élevage et de l'alimentation il y a 3 ans. L'an dernier, on a travaillé sur la question du bien-être animal. Oui. On a fait venir Brigitte Gauthier de L214 dans une salle qui était composée de professionnels de l'élevage. Et on a eu un débat intéressant, y compris pour montrer les limites du discours qui était posé, qui était porté par ceux qui disent aujourd'hui qu'il n'y a pas de place pour l'élevage en France. Bon. Alors, deuxième
deuxième passage pour cette deuxième séquence par notre social room. Alexandre est toujours là. Alexandre, une question de plus. Oui, j'ai une question assez sympa. C'est le dossier agricole n'est-il pas trop politisé en France? Bon, on attend le président de la République d'un moment à l'autre. Il n'est pas très loin, manifestement. Juste derrière, me dit-on. Bien, alors, est-ce qu'il n'est pas trop politisé? Est-ce qu'on ne fait pas un peu trop de politique et finalement pas assez d'informations? Jean-Luc Désert. Effectivement, par rapport à tout ce qui vient d'être dit, l'objectif du consommateur est effectivement pas celui de la politique. L'objectif, c'est qu'il a besoin d'être rassuré, qu'on puisse lui prouver par un contact direct. Et ça, je pense que c'est le grand enjeu pour nos métiers, c'est d'être en capacité, au travers des réseaux sociaux, au travers des ouvertures d'exploitation, d'accompagner nos agriculteurs dans l'ouverture de leur ferme et de l'explication directe auprès des consommateurs. Et je pense que ça répondra à évidemment beaucoup de freins. Même si aujourd'hui on vit dans le milieu rural, notre voisin qui est un urbain, qui part le matin, qui arrive le soir, qu'est-ce qu'il voit notre activité? Il la voit au travers des journaux télévisés. Et pourtant, il est juste à côté de chez nous. C'est étonnant, ça. Il est juste à côté de chez nous. Si on ne prend pas l'initiative à un moment de le faire venir dans notre exploitation, la seule image qu'il peut avoir, c'est celle au travers. C'est d'autres qui vont préempter cette image. Donc, juste une question pour Christophe Grison. Il y a la communication qu'on peut avoir avec les journalistes, et elle est importante évidemment parce qu'elle construit l'opinion. Et puis il y a aussi la communication directe que vous pouvez avoir avec le public sur les réseaux sociaux notamment. Alors je vois de plus en plus d'agriculteurs qui s'expriment sur Twitter notamment, ou qui ont des pages Facebook. Il y a même des agriculteurs qui ont créé des sites pour montrer, pour ouvrir la ferme, pour montrer comment ils travaillent. Je pense que c'est un vrai succès. Est-ce que vous êtes sensible à cette communication? J'attire simplement votre attention sur le fait que les jeunes bâtissent aujourd'hui leurs convictions personnelles, autant sur la lecture du journal, mais de plus en plus quand même sur les échanges, sur Twitter, sur les forums. Est-ce que vous y travaillez? Oui, j'ai fait une formation pour avoir un compte Twitter, j'ai même 4000 followers maintenant, ce qui est pas mal. Donc on peut considérer que c'est pas mal, mais j'ai envie de dire que oui, tous les agriculteurs devraient prendre cette initiative. Vous êtes dans votre champ, vous faites une photo en disant ben voilà, je suis dans mes champs de blé, il fait beau, enfin redonner le goût de la nature, le goût de l'espace rural, et voilà, positiver l'agriculture. On est toujours en train de rouspéter les agriculteurs, c'est un peu ce que je reproche à mes collègues. Ça fait 28 ans que je suis agriculteur, ça fait 28 ans qu'on dit ça va pas. Il y a eu des années, ça allait pas si mal que ça, alors qu'aujourd'hui on est quand même dans une crise agricole, mais comme on a trop rouspété, on n'est pas audible. Et pourtant la crise est profonde. Donc il faut repositiver l'agriculture, repositiver sur nos pratiques. On a fait énormément de progrès, c'est inconnu du grand public, et c'est juste de montrer une photo en disant tiens, je vais dans mes colzas, je vais mettre de l'engrais parce que mon colza a faim, mais j'ai un outil, un satellite qui m'a guidé dans l'opération. Voilà, des choses assez simples. Et Twitter, comme c'est des messages assez courts, comme ça c'est assez rapide. Pierre Pagès, ce que je viens d'entendre là est décisif pour moi. La simplicité, la communication. La communication, ça repose d'abord sur la simplicité. Est-ce que vous faites cet effort de simplification? Quand on parle de semences, de génétique, c'est pas évident au premier abord d'être simple. C'est pourquoi je vous pose la question. Mais l'enjeu, il est clair pour nous aussi, et tous ces moyens, les réseaux sociaux, mais pas seulement, sont aussi importants pour nous. D'ailleurs, le GNIS se les est appropriés, puisqu'on a une chaîne YouTube, on est présent sur Facebook, sur Twitter. C'est ce que je disais tout à l'heure, l'objectif n'est pas tant d'expliquer ce qu'on fait que de refaire le lien entre ce qu'on va proposer aux agriculteurs, mais aussi à la chaîne alimentaire en matière de semences, et refaire le lien avec les attentes du consommateur. C'est ce lien-là qu'il faut reconstituer. Les semences en sont le premier maillon. On doit expliquer ce qu'on fait et être transparent sur ce qu'on fait. Avant-dernier passage par la Social Room, peut-être Alexandre, une dernière question, puis je te demanderai tout à l'heure de nous faire un point précis sur le petit sondage que nous avons fait aujourd'hui autour de cette question. Elle est vraiment simple. Les agriculteurs devraient-ils plus communiquer avec le public des consommateurs? Mais une question de plus, Alexandre? Ouais. Pas de souci, j'en ai une qui est intéressante. Pourquoi ne pas communiquer d'une seule voix au nom du monde agricole? Alors oui, trouver des solutions pour mieux incarner le monde agricole. Est-ce que, tiens, vous en souffrez, vous, comme journaliste? Alors c'est toujours très bien d'avoir un carnet d'adresses avec beaucoup d'interlocuteurs, mais vous l'avez dit, c'est un monde complexe, c'est un monde diversifié.
Il y a évidemment des éléments communs. Est-ce que ce ne serait pas plus simple pour les journalistes d'avoir une grande voix qui parle pour cet univers-là? Alors, moi je pense que le monde agricole va rester divers, ne serait-ce qu'en France, à cause de la diversité des terroirs, des territoires, ne serait-ce qu'à cause de la diversité des filières. En revanche, je pense qu'il peut se rassembler sur un certain nombre d'enjeux communs. J'ai dit tout à l'heure, la santé du consommateur, l'environnement, l'alimentation, et la création d'emplois, l'économie tout simplement. Donc autour de 3 ou 4 grands enjeux, il faut que le monde agricole puisse se rassembler et communiquer. Donc, si je résume un peu tout ce qu'on s'est dit, la production agricole, ça n'est plus une production de biens, c'est un peu ce que vous dites, mais c'est presque une production de services. C'est-à-dire qu'on vend du temps, on vend de la santé, on vend du bien-être, on vend tous ces éléments. C'est une vraie transition à mettre en œuvre pour le monde agricole, Jean-Luc Désert. Clairement, les enjeux, ils sont là. Et ce qui fait aujourd'hui un peu la crise de débat, c'est que nous, en tant que professionnels, on perçoit très bien ces enjeux, mais on ne nous donne pas forcément le chemin pour y aller, et on a plutôt le sentiment qu'on nous enlève des solutions. Quand vous dites « on », vous pensez à qui? La société civile, qui nous met une pression très forte, le politique au travers de certaines décisions pour lesquelles on a le sentiment qu'elles ne nous permettent pas de gagner en compétitivité pour aller justement dans ces enjeux. Et je pense que tout à l'heure on en a parlé très clairement, on a besoin d'une science qui soit réinventée, d'une science qui soit au service des enjeux de demain. Et effectivement, les enjeux autour du climat, les enjeux autour de la production, du respect de l'environnement, ils sont majeurs. On ne peut pas se priver de recherche et d'avancer sur ce... Alors, Pierre Pagès, une question. Là aussi, je reprends des éléments qui ont déjà été évoqués. L'agriculture française, elle a les défauts de ses qualités. Ses qualités, c'est, vous l'avez dit, une agriculture diversifiée, des géographies différentes, de l'élevage, de la production laitière, enfin de la production de viande, de la production laitière, de la production de fruits, de légumes, et aussi des grandes cultures. C'est un peu un défaut quand on est aussi diversifié. Bon, vous allez me dire que c'est lié à nos habitudes alimentaires. En France, on a une carte alimentaire extrêmement large. C'est d'ailleurs ce qui fait le succès du secteur du tourisme. Hein. C'est pour ça qu'on reçoit notamment 85 millions de touristes chaque année. Ça fait partie de la corbeille de la mariée, si je puis dire. Donc comment on fait pour essayer d'unifier la communication de ce monde aussi divers? Mais je pense qu'on l'a dit tout au long du plateau, le lien est essentiel en fait, le lien entre les agriculteurs et leur environnement, le lien entre les différentes filières et toute la vie du produit. En fait, c'est à travers ce lien-là qu'on doit arriver à rassurer ou à réassurer le consommateur sur ce qu'il va acheter. Est-ce que dans ce domaine, vous ne vous êtes pas laissé un peu, je vais utiliser le mot parasité pour être poli, parasité par ceux qui sont les suivants dans la chaîne de valeur et dans la chaîne de distribution, les industriels entre autres, et aussi les distributeurs. Ce sont les distributeurs aujourd'hui qui communiquent, ce sont les distributeurs qui affichent des visages de paysans, de paysannes, d'agriculteurs, d'agricultrices, d'éleveurs dans leurs hypermarchés ou dans leurs supermarchés. Oui, mais le distributeur, l'objectif c'est de faire rentrer le consommateur dans son magasin. Oui. Donc il va essayer de pousser le curseur et d'exagérer. En fait, il amplifie le phénomène qu'on entend, l'opinion publique d'une certaine manière. Et jusqu'à des fois se heurter au mur. L'opération de Carrefour dont je parlais tout à l'heure sur les légumes interdits, elle a eu très peu d'écho parce que c'était allé tellement loin que personne n'y a cru d'une certaine manière. Donc effectivement, on a aussi à les interpeller, à les rassurer eux pour que le discours il soit aussi porté par tous les maillons qui sont entre l'agriculteur et le consommateur. Donc c'est le distributeur, c'est le transformateur qui est souvent une coopérative, donc il y a un lien direct avec l'agriculteur et ça aussi on doit arriver à le mettre en avant. Monsieur Pagès, je crois que je dois vous libérer parce que vous avez un rendez-vous. Vous êtes au courant ? Président de la République, il faut l'accueillir puisqu'on est sur votre stand, là, sur le stand du GNIS. Merci de nous y avoir accueillis avec Stop Intox. On va juste terminer l'émission. Non, mais on va vous laisser. Je vous laisse. On va vous laisser accueillir le chef de l'État. Et je vais demander à Alexandre s'il a le résultat de notre sondage du jour. La question, c'était les agriculteurs devraient-ils plus communiquer avec le public des consommateurs? Alex?
Eh ben écoute Pascal, oui j'ai le résultat du sondage, il doit peut-être s'afficher devant toi, avec 93% d'accord et fatalement 7% de pas d'accord. Bon, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, enfin, c'est sans surprise, mais la question c'est pas de savoir pourquoi, Jean-Luc Désert, c'est de savoir comment. Exactement. Exactement. Donc nous, modestement, on a initié chez le groupe Clé une démarche dans ce sens-là, où on a mené des opérations avec des agriculteurs du nord de la France et du centre de la France, modestement, hein, sans aucune prétention. On a accueilli à la fois des journalistes régionaux, de petits journaux locaux, où on a compris aussi en face à face leurs problématiques de journalistes, et puis des consommateurs directs de produits de grande culture. Et là, on a expliqué pourquoi on utilisait effectivement certains produits pour guérir les plantes qui étaient malades. Et tout ça s'est passé finalement, comme vous le disiez tout à l'heure, dans un bon état d'esprit. Et beaucoup de messages ont été rendus et donnés à cette occasion. Christophe Grison, ce que je retiens moi aussi de nos échanges, c'est que le monde agricole a des efforts à faire, à l'évidence, et il les a entrepris. Mais je retiens surtout de nos échanges que les politiques, le personnel public a une responsabilité. C'est le lien avec les politiques publiques qui orientent la décision, mais qui en même temps ont, si j'ai bien compris votre message, une responsabilité dans le domaine de la communication. En fait, ce qui nous manque aussi un petit peu des politiques, c'est une vision claire. Nous, on veut bien changer le modèle, mais il faut qu'on arrête, faut pas qu'on nous demande de changer tous les 3 ans dans une orientation et une autre. Il nous manque un vrai message clair, mais ça fait depuis des années qu'on n'a pas, on voit pas où on va atterrir. On sent bien un peu la pression sociétale, mais on voudrait juste un cap. Mais vous ne sentez pas là qu'il y a quand même quelque chose d'assez clair qui se dégage, c'est-à-dire tout à la fois des préoccupations économiques, des préoccupations environnementales, des préoccupations liées à la santé, la santé publique. Bien sûr, et puis on peut aussi, on entend beaucoup de politiques nous parler de circuits courts, mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui en France, 1 tonne sur 2 est exportée en blé. Et si on n'a plus les moyens en France de produire 1 tonne de blé compétitif par rapport à la Russie, l'Ukraine et tous ces produits-là, qu'est-ce qu'on fera de notre blé? Donc on a une vraie contrainte. On ne va pas pouvoir changer toute l'agriculture française en circuit court. Non, c'est pas possible. Patrice Moyon, ça aussi, ça fait partie des flux d'informations, hein, beaucoup d'actualités autour des circuits courts. On nous présente un peu les circuits courts comme la panacée, c'est formidable. Hein, les AMAP, on va distribuer des paniers, les gens consommeront à peu près tous la même chose. On va sortir pour partie d'ailleurs de la diversité alimentaire. Enfin, ce n'est pas les circuits courts qui vont nourrir les 65 millions de Français. Non, mais je pense que surtout, il faut arrêter les postures. Oui, c'est ça. Il faut arrêter d'opposer circuit court et circuit long. On a besoin, l'agriculture doit pouvoir répondre aux attentes des Français en termes d'alimentation, et ça n'exclut pas non plus d'exporter. Je pense que la question agricole, c'est un très beau sujet dont la France peut se saisir. On parle aujourd'hui de fracture territoriale. On peut, à partir de l'agriculture, recréer, redonner de la vie sur les territoires, recréer des emplois, répondre aux attentes aussi de sens, parce qu'il ne faut pas oublier que les agriculteurs, ils sont aussi porteurs de la question du sens dans la société à travers l'alimentation. Est-ce que vous sentez qu'il y a un décalage entre l'opinion parisienne, je vous pose une question de Parisien, un décalage entre l'opinion parisienne, un peu bobo, si vous voulez, un peu écolo, parce que c'est vrai que quand on vit dans une ville, on a un peu tendance à être écolo, et ce que vous vivez, vous, dans les territoires, dans les régions, oui, c'est pas les mêmes Français. Oui, clairement oui. Et clairement oui, aussi à travers les messages qui sont véhiculés. Je pense qu'il y a aujourd'hui un courant dans les médias nationaux d'agribashing. Alors parfois il y a des vraies questions, des vraies bonnes questions, mais il manque un peu la nuance de la province peut-être. Bon, vous vouliez ajouter un mot sur ce point-là? Non, mais j'ai fait ma scolarité étant jeune à Paris, et déjà j'ai senti cette incompréhension entre le monde urbain et le monde rural. Et dès que je me suis installé, c'est pour ça que j'ai commencé mes portes ouvertes pour essayer de réconcilier l'agriculture et la société. Alors je reviens à la Bretagne, Ouest-France, c'est l'ouest de la France, pas seulement la Bretagne. Bon, à Paris, on n'a pas un agriculteur. Je crois que personne ne conteste cette réalité. Dans votre région, combien de divisions, j'allais dire, l'agriculture, combien d'exploitations, combien d'emplois directs, indirects, combien de valeur ajoutée créée? C'est plus facile dans un territoire où l'agriculture est présente de démontrer qu'elle est utile, non? Bah écoutez, l'agriculture et l'agroalimentaire dans les 3 régions de l'Ouest, Pays de la Loire, Bretagne, Normandie, c'est plus de 300 000 emplois.
Et beaucoup de valeur ajoutée. C'est beaucoup aussi de valeur ajoutée. la valeur ajoutée de l'exportation, c'est les emplois indirects, c'est aussi de l'emploi industriel, c'est de l'emploi de services. On l'oublie souvent hein, dans certains territoires ruraux, quand il n'y a plus d'éleveurs, il n'y a plus de services publics. Quand il n'y a plus de services publics, il n'y a plus d'activité économique, il n'y a plus de touristes non plus. Et donc finalement, cette agriculture, et ça c'est un élément probablement de communication très fort, cette agriculture de montagne, de moyenne montagne, de territoire, elle permet de conserver une activité humaine. Complètement, comme disait M. Grison tout à l'heure, il faut faire un choix de société quelque part. Quelle société on veut, quelle société agricole veut-on dans ce pays, qui est un vieux pays agricole, et donner un cap clair par rapport à ces objectifs, de façon à ce qu'on organise. Nous, agriculteurs, on est prêts à relever des défis, et des défis on en a relevé depuis très longtemps. Moi personnellement, je suis fils d'agriculteur, j'ai vu la traction animale, mon père a vécu la traction animale jusqu'au tracteur. Donc on est l'une des dernières générations qui a porté la mémoire d'un peuple agricole pluricentenaire. On va juste citer un chiffre. En 1946, un agriculteur nourrissait 2 Français. Aujourd'hui, un agriculteur nourrit 30 Français. Donc c'est les gains de productivité, c'est l'efficacité agronomique, c'est tous ces éléments qui effectivement doivent être portés devant l'opinion. Un dernier mot dans la social room, Alexandre, ou plus rien? Est-ce qu'on peut refermer cette première émission? Bon, écoute Pascal, tous les thèmes ont été largement abordés, après ça serait des redites au niveau des questions, donc là on est bon pour moi. Bien, merci beaucoup messieurs. Je vous donne rendez-vous demain à 16 h sur le stand du GNIS. Vous pouvez entre-temps bien sûr poser vos questions parce que la maison reste ouverte. @village semence, il n'y a pas de majuscule, il n'y a pas de S, ou @stop intox, vous allez chercher sur Twitter, vous allez trouver. Vous pouvez nous suivre ici, au Salon de l'Agriculture, dans le bâtiment 2 du Salon de l'Agriculture. Nous sommes très bien installés et très bien accueillis. Vous pouvez nous suivre aussi sur Twitter, sur Facebook et le troisième, qu'est-ce que c'est? Sur Facebook, YouTube, voilà, sur le réseau YouTube. Merci beaucoup, bonne soirée.